Tematsu était un nerd dégoûtant qui voulait être écrivain mais finit par mourir après s'être retrouvé mêlé à une guerre entre vampires. Cependant, tout change lorsqu'une fille vampire de rang S le ressuscite avec un baiser, le transformant en un demi-empire surpuissant qui bat les ennemis en retirant leurs armures scénaristiques. Tout commence lorsque Tematsu et sa sœur Niwaka arrivent à Akihabara, la terre sainte des otaku. Soudain, elle supplie son grand frère de l'emmener dans un magasin de manga, mais Tematsu refuse, jusqu'à ce qu'elle mentionne en passant un magasin de figurines vendant des oreillers de corps édition limitée de Tsunade. Soudain, Niwaka panique et pointe le ciel où une fille flotte au-dessus d'eux. Avant qu'ils ne puissent réagir, elle s'écrase sur la rue et avertit tout le monde que les rues ne sont pas sûres. Soudain, un groupe de personnes descend du ciel et commence à semer le chaos. La fille agit rapidement en retirant leur armure scénaristique, les laissant impuissants et vulnérables. Soudain, l'escouade des vigilants d'Akiba arrive pour réprimander la fille d'avoir perturbé la paix. Plus tard, Niwaka se demande si l'événement est lié aux Bugged Ones, des êtres semblables à des ombres qui traquent les gens jusqu'à ce qu'ils prennent le contrôle de leur corps et de leur esprit. Tematsu, qui connaît le sujet, dit qu'une fois que quelqu'un devient un Bugged One, il acquiert une force surhumaine et perd toute sa raison. À ce moment-là, Tematsu reçoit un message et se précipite vers un magasin de figurines où il voit une figurine rare de son personnage préféré, Lever. Mais juste au moment où il tend la main pour l'attraper, une fille au hasard saisit la figurine, insistant sur le fait que Lever est l'amour de sa vie. Tematsu refuse de lâcher prise jusqu'à ce que la fille déploie son arme ultime, ses atouts défiant la gravité. Aveuglée par la physique des secousses, Tematsu trébuche, lui permettant de gagner. Alors qu'elle célèbre sa victoire, Tematsu affirme que quiconque aime Lever autant qu'elle doit être son amie de destin. La fille, clairement impressionnée par son discours, se présente comme Arisa, mais Tematsu semble plus concentrée à mémoriser ses melons gauche et droit qu'à retenir son nom. Soudain, la fille aux cheveux roses traverse le mur et accuse Arisa d'être une Bugged One à cause de son cosplay. Arisa essaie d'expliquer qu'Akihabara est plein de gens en costume, mais la fille s'en moque et chasse Arisa hors du magasin. Pendant ce temps, Tematsu entend des rumeurs sur une explosion dans un maid café que Niwaka avait prévu de visiter. Paniqué, il attrape Lever et court vers la scène où les Akiba vigilantes bloquent déjà l'accès. Cependant, il se faufile et trouve une pièce pleine de clients étrangement immobiles. Alors qu'il s'approche, l'un d'eux se met soudain à bouger, révélant des yeux injectés de sang et des dents acérées. À ce moment-là, la fille aux cheveux roses réapparaît, déchirant les vêtements de l'ennemi et le neutralisant. Elle dit à Tematsu de s'échapper, mais il aperçoit Niwaka inconsciente et court vers elle. Une femme folle se jette sur lui avec une fourchette, mais la fille le protège et le supplie de sortir Niwaka. Une fois qu'ils sont partis, la femme à la fourchette traite la fille de traîtresse, mais elle répond qu'elle n'a jamais accepté de rejoindre leur groupe tordu et l'assomme. Ailleurs, Arisa trouve Tematsu qui lui dit de veiller sur Niwaka et repart en courant. Pendant ce temps, sur le toit, la fille est maintenant entourée de bizarres en cosplay se faisant appeler Matrotika, affirmant qu'Akihabara leur appartient. Juste au moment où ils sont sur le point de la déshabiller, Tematsu arrive pour la sauver, mais finit par être mortellement poignardé par l'un des méchants PNJ. Sans perdre une minute, elle crée de la distance pour pouvoir demander à Tematsu pourquoi il risquerait sa vie pour quelqu'un qu'il connaît à peine. Il essaie de parler mais finit par mourir, ce qui pousse la fille à l'embrasser. Soudain, une lumière éclatante les enveloppe tous les deux alors que Tematsu se transforme. Il se réveille quelques instants plus tard en murmurant qu'il a failli rencontrer Eren Yeager en enfer, ce qui pousse la fille à admettre qu'elle a utilisé une technique appelée Transcend Providence pour le ranimer. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, les Bugged Ones reviennent. La femme à la fourche attaque, mais Tematsu la saisit instinctivement et la déshabille, la vainquant instantanément. Choqué, il dit que son corps a bougé tout seul, tandis que la fille explique que les Bugged Ones sont faibles à l'air frais, donc enlever leurs armures scénaristiques peuvent les éliminer. Sans hésitation, Tematsu passe à l'action, déshabillant plus de personnes que Johnny Sins ne l'a jamais fait dans toute sa carrière. Une fois la bataille terminée, la fille se présente comme Mitomi et lui dit qu'il ne peut pas revenir à une vie normale. Après un changement de vêtements, Mitomi explique que la plupart des Bugged Ones sont possédés par des démons de bas niveau appelés Kurobugs. Mais ensuite, il y a des démons de haute classe appelés les Ozoku qui peuvent créer des Bugged Ones de haute classe. Tematsu est choquée d'apprendre que Mitomi est une Ozoku, tandis qu'elle continue d'expliquer qu'il y en a certains qui cherchent à coexister avec les humains. Elle est l'une d'eux car son clan défend Akihabara depuis près de 300 ans maintenant. Juste au moment où Mitomi dit à Tematsu qu'il ne peut plus quitter Akihabara, il lui dit « Peace out » et se dirige vers chez lui. Mais Mitomi le rattrape rapidement et déclare qu'il ne peut pas prendre toute cette situation à la légère. Cependant, Tematsu refuse d'écouter et essaie de s'enfuir, mais finit par être renversé par un mur invisible. Soupirant, Mitomi dit à Tematsu qu'il ne peut pas quitter Akihabara, puisque toute la ville est entourée d'un champ de force puissant qui garde les Bugged Ones piégés. Pour prouver à Tematsu sa nouvelle identité de Bugged One, Mitomi lui dit que ses cheveux bon marché de Kinkaneki sont un signe certain qu'il est l'un d'eux,
Juste à ce moment-là, Niwaka et Arisa arrivent sur les lieux et tout le groupe décide de se diriger vers un endroit sûr, brisant la glace. Niwaka demande à Mitomi d'expliquer ce qui se passe lorsqu'une méchante à la peau claire arrive. Elle se présente comme le professeur Latu et pointe Tematsu, expliquant qu'il a failli mourir. Cependant, heureusement pour lui, Mitomi a effectué la providence transcendante sur lui, le transformant en subalterne Ozoku. En termes plus simples, il est maintenant un Bugged One de haute classe et grâce à Mitomi, il peut vaincre d'autres Bugged Ones d'un seul coup. En entendant tout cela, Niwaka souligne que leur père a toujours dit que Tematsu était un échec en tant qu'être humain. Tematsu, blessé par le commentaire, change de sujet en demandant à Latu et Matomi ce qui se passera si quelqu'un d'autre enlève son armure scénaristique. Mitomi se comporte étrangement en entendant cette question et essaie de détourner son attention, mais Tematsu leur dit brusquement que ses chances de séduire une goth momie diminueront encore plus s'il ne se déshabille pas et ne se baigne pas. C'est alors que Latu révèle qu'elle a construit une douche spéciale qui assurera la sécurité de leurs narines. Cependant, lorsque Tematsu ouvre les rideaux de la douche, il est accueilli par les melons de Sydney Sweeney d'Arisa. Mitomi le frappe et dit à Tematsu d'arrêter de se comporter comme un pervers. Elle l'avertit également que maintenant qu'il opère comme son subordonné, d'autres Bugged Ones viendront pour lui. Par conséquent, il doit rejoindre le groupe de vigilance pour pouvoir se défendre. Curieuse, Niwaka lui demande d'élaborer et Matome explique que les groupes de vigilance se composent généralement d'êtres humains normaux qui sont seulement intéressés à garder Akihabara propre. Mais certains d'entre eux sont des chasseurs de Bugged Ones dévoués. Après avoir tout entendu, Niwaka demande ce qu'elle devrait dire à leurs parents. Tematsu hausse les épaules et dit de simplement leur dire qu'il fait la fête sur le yacht de Leonardo DiCaprio jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. En attendant, le cerveau de Matome commence à danser disco car elle ne s'attendait pas à ce que Tematsu vive avec elle. Latu la calme en disant que Tematsu a l'air trop vierge pour essayer quelque chose de drôle avec elle, donc elle ne devrait pas s'inquiéter. En soupirant, Matome s'adresse à lui et déclare qu'il commencera à travailler pour elle immédiatement. Le matin venu, Matome, Tematsu et Arisa commencent à patrouiller la zone. C'est à ce moment-là que Matome réalise qu'elle n'a jamais demandé à Arisa de se joindre à eux, alors elle lui demande pourquoi elle est là. Arisa explique qu'elle a vu comment elle a acheté toutes les figurines qu'elle a cassées hier et les a réparées elle-même. Trouvant cela mignon, elle a décidé d'elle-même de l'aider, elle et Tematsu. Matome se sent embarrassé mais s'excuse auprès d'Arisa pour lui avoir lancé sa batte de baseball hier. En réponse, Arisa l'attrape et dit à Matome qu'elle est si mignonne qu'elle veut l'emmener à Pound Town. Se sentant inspiré, Tematsu annonce qu'il vient de penser à un nom pour leur groupe. Juste à ce moment-là, l'escouade vigilante du nom de Chudori arrive et déclare qu'hier, Akihabara était plongé dans le chaos et qu'ils ont des raisons de croire que Matome en était responsable. Tematsu se précipite pour défendre Matome, expliquant qu'ils sont une nouvelle escouade vigilante du nom de Mayonnaise électrique. Mais Matome le saisit par le col et dit qu'elle n'aime pas le rythme. Une bagarre éclate entre eux tandis que les Chudori regardent, choqués, jusqu'à ce qu'ils leur crient d'arrêter. Ils énoncent leurs conditions en expliquant que chaque groupe de vigilance à Akihabara a son propre territoire. Mais Matome les ignore et part avec Tematsu. Maintenant seule, la chef, appelée Avocanon, dit à ses subordonnés qu'ils doivent surveiller Electric Mayonnaise. Plus tard dans la journée, Tematsu demande à Matome quel est l'objectif des Bugged Ones. Elle révèle que les méchants Bugged Ones opèrent sous une organisation appelée Metrotica. Ils utilisent des Kurobugs pour créer plus d'alliés car leur véritable objectif est de prendre le contrôle d'Akihabara. En soupirant, Tematsu dit à Matome qu'il est temps de parler d'argent et lui demande comment elle va le payer. Matome l'informe que le centre de recherche appartenant à Latu lui donne généralement de l'argent pour survivre, mais cela couvre à peine le loyer et les factures. Stupéfait, Tematsu demande à Matome comment elle s'attend exactement à ce qu'ils vivent comme un hipster, quand soudain un méchant de 3 mètres de haut arrive et demande à Tematsu s'il cherche un travail. En la voyant, Matome l'appelle Momo, ce qui excite Arisa car il s'avère qu'elle est une femme de ménage, agent libre populaire qui accomplit des actes légendaires. Momo reporte son attention sur le perdant au chômage et dit à Tematsu qu'elle connaît l'endroit parfait pour lui. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'agence de Mashiro, où Mashiro donne à Tematsu un dépliant pour une offre d'emploi. Ils arrivent dans un café à thème militaire, ce qui enthousiasme Tematsu, qui est impatient de travailler ici. Mais soudain, un groupe de Kurobugs s'accroche aux clients. En attendant, Matome dévoile une télécommande fabriquée par Latu pour détecter les Bugged Ones et apprend que le propriétaire du café est en réalité un Bugged One de haut niveau. Avec Tematsu et Arisa, elle essaie de neutraliser le patron du café, mais finit par battre en retraite rapidement lorsque ses sbires tirent à des balles capables de brûler leur armure scénaristique. Alors qu'ils cherchent un abri, ils sont de nouveau accueillis par les Chudori. En regardant les tenues révélatrices de Matome et Tematsu, les Chudori les accusent d'organiser une fête déchaînée sur le thème de Bonnie Blue. Mais lorsque Matome explique qu'ils sont entourés par les Bugged Ones, ils la regardent comme si elle était folle. Matome s'énerve alors et dit aux Chudori qu'ils peuvent la croire ou non, mais la vérité est qu'Akihabara est en danger.
Arisa saute au milieu de la conversation et étouffe le chef avec ses coussins de poitrine. Cela lui embrouille l'esprit et elle accepte de les aider. Avec cela, les Chudori et Electric Mayo chargent le patron du café et ses sbires. Matom rougit, ravi d'avoir trouvé des alliés, et plonge dans la bataille tandis que Tamatsu abat seul le patron du café. Après avoir célébré un peu, Tamatsu est surpris d'apprendre que le patron du café a disparu. C'est alors que Matom révèle que les Bugged Ones inférieurs possédés par un Kurobug reviendront à leur vie humaine, mais que les Bugged Ones de haute classe et les Ozoku s'évaporeront si leurs protections scénaristiques sont retirées. En entendant cela, Tamatsu devient silencieux alors que Matom lui dit qu'il disparaîtra également pour toujours s'il est déshabillé. Elle s'excuse de l'avoir poussé dans cette vie, quand soudain Tamatsu lui crie dessus, en disant qu'il devrait simplement profiter de sa petite vie pour ne pas avoir de remords quand quelqu'un lui enlève ses vêtements. Avec cela, il dit à Matom qu'il va se trouver un emploi tandis qu'elle reste à penser que Tamatsu est vraiment la 8e merveille du monde. Le lendemain, Tamatsu s'approche discrètement de sa sœur et la trouve hypnotisée par l'écran de télévision. Quand il l'interpelle, Nuaka explique qu'elle regarde le concert de Shiodalo. Ne sachant pas qui c'est, Tamatsu cherche de l'aide quand Arisa apparaît de nulle part, expliquant que Shiodalo est en gros la Taylor Swift des tissages car elle est une idole populaire d'Akihabara. Alors que Tamatsu regarde Shiodalo chanter, il commence soudainement à ressentir des feux d'artifice dans son bas-ventre. Le lendemain, il s'habille comme un fan inconditionnel de Shiodalo et assiste à son concert. Lorsqu'il rentre chez lui, il se fait gronder par Matom car il avait une patrouille à faire. Ignorant sa colère, elle dit à Tamatsu qu'ils peuvent encore terminer leur patrouille pour la journée, mais il la rejette en disant qu'il veut regarder le stream Twitch de Shiodalo. Maintenant énervé, Matom dit à Tamatsu qu'il agit comme un de ses simples de Pokémon et que c'est dégoûtant. Mais comme toujours, Tamatsu l'ignore et s'extasie sur la coolitude de Shiodalo, ce qui fait sortir Matome de ses gonds, alors elle va chez Five Guys pour se remplir. En se gavant, Matom se rappelle le jour où elle a dit bonjour aux lèvres de Tamatsu et se sent timide et regrette de l'avoir ressuscité. En attendant, Tamatsu est assis dans un maid café, en train d'écouter les chansons de Shiodalo quand un homme appelé Kaga arrive et lui demande ce qu'il fait. Tamatsu révèle qu'il a découvert cette idole vraiment cool et qu'il est devenu son plus grand admirateur depuis lors. Remarquant ses écouteurs de mauvaise qualité, Kaga lui dit d'essayer ses écouteurs qui amélioreront son expérience et bien sûr, Tamatsu se retrouve complètement absorbé par la qualité des écouteurs. Sans perdre une seconde, il se précipite pour acheter des écouteurs de qualité, mais se rend compte que les bons coûtent plus que toute son existence. Pourtant, malgré le fait d'être complètement fauché, Tamatsu dépense toutes ses économies pour acheter des écouteurs et un ensemble de vinyles. Plus tard à la maison, il partage avec les filles qu'après avoir dépensé tout cet argent, il a réalisé que Shiodalo sonne le mieux lors de son concert en direct. Ce soir-là, quand il rentre d'un autre concert, Tamatsu est accueilli par sa facture de carte de crédit. Voyant l'argent qu'il doit à la banque, il réalise qu'il a désespérément besoin d'un emploi, alors il se rend à l'agence de Mashiro, Anything Goes. Tamatsu révèle sa situation à Mashiro, expliquant qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. En entendant cela, le visage de Mashiro s'assombrit alors qu'il dit à Tamatsu qu'il a justement le travail qu'il lui faut. Ailleurs, Mitomi exprime sa frustration envers Tamatsu et ses quêtes secondaires. Nuaka lui révèle alors comment son frère a toujours été comme ça. Une fois qu'il se fixe sur quelque chose, il oublie tout le reste. Arisa intervient, partageant qu'elle comprend la fixation de Tamatsu sur les idoles car elles sont très charmantes. Lorsqu'elle révèle son propre rêve de devenir une idole, une femme apparaît devant eux et demande s'ils aimeraient devenir une idole. Et comme le trio a une brique à la place du cerveau, ils suivent la femme étrange jusqu'à une boutique où ils reçoivent sa carte de visite. Arisa est instantanément excitée en apprenant qu'elle est l'Abenakaga, une idole célèbre du passé. En entendant Arisa la louer, Benakaga la remercie et déclare qu'elles ont exactement ce qu'il faut pour être une idole. Pendant ce temps, Nuaka et Mitomi hésitent en essayant de dire à Benakaga que tout cela est trop soudain, mais Arisa les fait taire et dit à Benakaga qu'elles sont prêtes à faire tout ce qu'il faut. Sans plus attendre, Benakaga les emmène dans son studio où elle leur donne un nom de groupe, Manias. Une fois cela réglé, elle les force à faire de l'exercice pendant que son caméraman, Nis, capture leur mouvement de Chacha Slide. Pendant ce temps, Tamatsu accepte tous les emplois qu'il peut trouver pour rembourser ses dettes. Une fois que les filles ont fini de s'entraîner, elles sont ensuite forcées de donner des gâteries à de la nourriture de forme suspecte. Excédées, elles demandent pourquoi elles font des choses comme ça, ce qui pousse Nice à les assurer que c'est pour leur clip vidéo. Étant les petites filles crédules qu'elles sont, elles croient Nice qui leur demande ensuite de porter des maillots de bain. Une fois qu'elles ont enfilé leurs maillots, Nuaka demande à Nice pourquoi il y a des Smash Bros qui les attendent avec un matelas. Comme toujours, Nice les assure que c'est ainsi que Justin Bieber est arrivé au sommet et demande ensuite aux filles de poser pour lui. Cependant, tout se gâte pour Benakaga et Nice lorsqu'ils demandent aux filles de retirer leurs armures scénaristiques. Nuaka et Mitomi refusent immédiatement, affirmant qu'elles ne passent pas une audition pour The Bop House. Benakaga abandonne son attitude amicale et leur dit
dit que si elles ne participent pas volontairement, elles devront utiliser la force. Sur ce, elle et Nis retirent leurs perruques, révélant qu'elles sont en fait des perruques truquées. Mitomi réagit rapidement et dit à Nuaka de courir, sachant qu'elle est la plus faible d'entre elles. Cependant, lorsque les insectes Kura l'entourent, Nuaka appelle son frère qui apparaît de nulle part, révélant qu'il travaillait ici comme concierge. Benakaga se jette sur lui, mais Tamatsu réagit plus vite, la déshabillant complètement. Pendant ce temps, Mitomi réalise que Nis est un bug de haute classe et concentre son énergie pour l'éliminer. Cependant, il s'avère trop puissant pour elle, ce qui pousse Tamatsu à se joindre à elle. En utilisant son point ouragan, il déshabille Nis, le faisant disparaître dans les airs. Plus tard dans la journée, les filles informent Benakaga qu'elle a été détournée par un bug de haute classe qui l'a fait se comporter comme un proxénète. En entendant cela, Benakaga les remercie et insiste pour en faire de véritables idoles. Les filles acceptent et enregistrent une chanson qui pourrait faire se redresser un patient dans le coma pour appuyer sur stop. Le lendemain, Tamatsu se lance dans une autre quête secondaire en réparant une antenne pour de meilleurs services radio. Nuaka informe ensuite les filles que ce n'est pas nouveau car Tamatsu a toujours eu une antenne chez eux. Plus tard, Tamatsu, Arisa et Nuaka campent dans un magasin de manga où ils agissent comme le Shiya juste pour mettre la main sur un manga. Cependant, une fois qu'Arisa parvient à attraper le manga, Tamatsu se fâche contre elle, affirmant qu'ils auraient pu l'obtenir pour moins cher. Arisa blâme l'audio peu clair provenant du transceiver, ce qui motive Tamatsu à se rendre dans un magasin vendant des appareils de communication. Pendant qu'il s'extasie sur les gadgets, Mitomi fait remarquer qu'ils n'ont pas besoin d'agir comme des boomers en achetant des transceivers alors qu'ils ont des smartphones. Tamatsu, clairement offensé, lui dit que l'utilisation d'un transceiver n'est pas pour les amateurs car cela prend des années d'entraînement pour capter correctement les ondes radio. Mitomi soupire, sachant qu'il est inutile de discuter avec un garçon qui se comporte comme les types qui croient que la Terre est plate. Soudain, un bruit assourdissant éclate de chaque radio et en quelques secondes, tous les appareils de communication de la ville explosent, laissant tout le monde dans la confusion. Tamatsu et la bande sortent du magasin et trouvent une fille de petite taille en blouse de laboratoire debout sur la tour d'Akihabara. En remarquant les insectes Kura autour d'elle, il réalise instantanément qu'elle est infectée. La fille révèle alors qu'elle utilise ses ondes spéciales de Bugged One pour détruire tous les appareils de communication en guise de vengeance. Enragés, Tamatsu, Arisa et Mitomi courent vers la tour, mais la petite diablesse déclenche une attaque micro-ondes qui détruit leurs vêtements. Ne voulant pas mourir, le groupe se précipite pour se mettre à l'abri tandis que la fille folle ricane comme une maniaque. De retour à la base, Latu admet que leur nouvel adversaire est intelligent et dangereux. Nuaka, qui avait été en train de soigner Tamatsu, lui révèle qu'Akihabara est en plein chaos en ce moment. Soupirant, Tamatsu déclare qu'il devrait essayer de détruire la tour, mais Mitomi lui rappelle qu'ils ne peuvent pas s'en approcher. Quand Arisa se souvient à haute voix que leur nouvel ennemi est une fille scientifique folle, Latu se lève soudainement, révélant que cela pourrait être quelqu'un qu'elle connaît de ses jours à Tsubaka. Confus, Tamatsu demande ce qui se passe, ce qui pousse Mitomi à révéler que Latu travaillait autrefois comme chercheuse au centre scientifique situé à Tsubaka. C'est alors que Latu révèle qu'à l'époque, tous les scientifiques de renommée mondiale travaillaient à Tsubaka. Bien que ceux qui étaient surveillés n'étaient pas aussi actifs qu'ils le sont maintenant, on croyait largement qu'ils opéraient dans l'ombre. À cette époque, Latu collaborait avec un brillant scientifique nommé Denko. Tous deux travaillaient sous la supervision du professeur Yaguda, qui avait un profond intérêt pour l'étude des phénomènes paranormaux, ensemble. Le trio a découvert que les Bugged Ones émettaient une faible onde radio de basse fréquence. Pour étudier ce signal de plus près et protéger les habitants d'Akihabara, ils ont eu l'idée de construire une deuxième tour de Tokyo en plein cœur d'Akihabara. Mais comme personne n'était prêt à financer le projet, Yaguda et Denko ont investi leurs propres économies pour construire la tour. Ils ont travaillé sans relâche pendant des mois pour découvrir finalement que le gouvernement avait déjà construit une tour à Akihabara sans les en informer. En entendant cela, Arisa éclate de rire tandis que Latu insiste sur le fait que le professeur Yaguda est toujours la seule personne qui peut les aider à résoudre l'affaire actuelle. Le seul problème est qu'il vit en dehors du réseau au Brésil et avec la seule tour à Akihabara maintenant piratée, ils ne peuvent pas utiliser les téléphones ou les emails pour le contacter. Tamatsu déclare alors qu'il est temps d'utiliser la radio puisque c'est le seul moyen qui ne peut pas être piraté. Cependant, Matome fait remarquer que le Brésil est à l'autre bout du monde et se demande si les ondes radio peuvent vraiment voyager aussi loin. Tamatsu écarte sa préoccupation, affirmant avec confiance qu'avec lui dans l'équipe, tout est possible. Plus tard dans la soirée, Tamatsu et Latu installent l'équipement nécessaire pour la transmission longue distance. Pourtant, malgré les bons outils, Latu explique que la communication radio sur une si grande distance est imprévisible et dépend des conditions atmosphériques et d'un peu de chance. Le lendemain, Momo passe et trouve Tamatsu et la bande dans une situation délicate. Sentant la tension, elle leur propose nonchalamment de la pizza pour détendre l'atmosphère, puis commence à bricoler l'équipement radio. À la surprise générale, son intervention parvient d'une manière ou d'une autre à les connecter avec le professeur Yaguda. Cependant, comme la communication s'est faite par code Morse,
tout ce qu'ils reçoivent est une séquence cryptique commençant par « Hank ». Perplexe, le groupe commence à se gratter la tête de confusion jusqu'à ce que Latou réalise soudainement exactement ce que son ancien professeur voulait dire. Pendant ce temps, le lendemain, Denko se lamente de son ennui total jusqu'à ce que Tamatsu et son équipe fassent une entrée dramatique, vêtus de la tête aux pieds d'une armure entièrement faite de papier d'aluminium. À sa grande surprise, leurs tenues étranges désactivent complètement son appareil à base de micro-ondes qu'elle avait conçu pour dépouiller ses adversaires de leurs vêtements. Il s'avère que le code Morse de Yaguda indiquait l'aluminium, un matériau connu pour bloquer les ondes radio. Inspiré par cela, Latou a conçu une combinaison faite de 300 mm d'aluminium en couche, permettant à l'équipe électrique mayonnaise de démonter en toute sécurité la tour détournée des Bugged Ones. De retour sur place, Tamatsu, Arisa et Matom prennent d'assaut la tour, travaillant ensemble pour désactiver son alimentation. Dans un mouvement rapide, Tamatsu arrache l'armure de complot de Denko, éliminant ainsi l'influence des Bugged Ones sur elle. Avec la tour enfin démantelée, Latou se tourne vers Denko et lui demande doucement pourquoi elle avait rejoint les Bugged Ones au départ. En pleurant, Denko commence à raconter son histoire, disant que lorsqu'elle était sur le point de manger elle-même, une femme mystérieuse l'a approchée. Au moment où leurs mains se sont touchées, Denko s'est sentie ensorcelée et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle aidait à semer le chaos à Akihabara. Submergée par la culpabilité, Denko s'effondre, ce qui pousse Latou à la relever et à promettre de l'aider à blanchir son nom. Le lendemain, Akihabara revient progressivement à la normale et Tamatsu décide de canaliser son énergie dans le lancement d'une émission de radio FM. Et au grand désarroi des filles, il les pousse à le rejoindre dans une autre quête secondaire ennuyeuse. Le matin suivant, Tamatsu déshabille les filles dans un jeu lorsque Nuaka lui demande pourquoi il agit comme un modérateur de Discord. Bombant le torse, Tamatsu ment en disant qu'il le fait pour pouvoir affronter les Bugged Ones de front. Il lui donne aussi un peu d'argent juste pour pouvoir traîner en paix. Et une fois qu'il aura fini, il décide de jouer à Street Fighter 2. Au milieu de sa partie en solo, Tamatsu voit un enfant se joindre à lui. Rempli de pensées sombres, il commence à planifier de battre l'enfant, mais finit par se faire battre par lui. Après avoir subi une défaite aussi humiliante, Tamatsu se plaint que ça doit être la foutue machine chaque fois que la gameuse lui dit d'arrêter de blâmer la machine alors qu'il est un parfait débutant. Sur ce, elle s'en va, laissant Tamatsu sans voix. En attendant, Nuaka maîtrise le jeu de la machine à pince, ramassant une poignée de peluches et les montre à Tamatsu quand soudain une grue mystérieuse apparaît et l'enlève. La gameuse arrive sur les lieux en se moquant de Tamatsu pour ne pas avoir pu faire quoi que ce soit pendant que sa sœur était enlevée. À ce moment-là, il réalise qu'elle a quelque chose à voir avec l'enlèvement, mais avant qu'il puisse la confronter, elle disparaît. En retournant à la base, le gang reçoit une lettre indiquant que s'ils veulent récupérer Nuaka, ils doivent participer à un tournoi de Street Fighter qui se tient demain. Après avoir creusé un peu plus, ils apprennent que le tournoi se déroule à un niveau énorme avec des joueurs célèbres y participant, où le gagnant final pourra affronter Matsuko. Quand Matom demande qui c'est, Arisa montre une photo d'elle révélant qu'elle est la plus jolie et la plus forte gameuse de cette époque. Mais quand Tamatsu la voit, il réalise instantanément que c'est la même fille qu'il a rencontrée plus tôt. En regardant son jeu, il conclut que Matsuko doit être une Bugged One pour jouer aussi bien. Mettant cela de côté, Matom demande à Tamatsu s'il sera capable de vaincre quelqu'un comme elle, quand Arisa souligne qu'avant même de pouvoir affronter Matsuko, il devra affronter d'autres gamers professionnels. En entendant cela, Tamatsu admet qu'il n'est pas du tout bon au jeu. Cela pousse Arisa à annoncer une séance d'entraînement où il se consacrera pleinement au jeu. Tamatsu accepte, pensant qu'il ne serait pas un bon frère s'il ne peut même pas sauver sa sœur. C'est alors que Latou arrive, révélant qu'elle savait que ce jour viendrait et c'est pourquoi elle a préparé une machine d'entraînement au jeu. Cet après-midi-là, Tamatsu se retrouve à courir dans une roue de hamster. Quand Matom demande comment cela est censé aider, Latou lui dit de se taire et de lui faire confiance. Ensuite, elle présente une machine de baseball qui ne fait qu'assaillir Tamatsu davantage. Après avoir survécu à la séance d'entraînement médiévale, Tamatsu se retrouve avec des abdos durs comme la pierre, prêt à affronter Matsuko. Au tournoi, les filles remarquent que les autres joueurs ressemblent à ceux qui jouent à Clash of Clans. Latou est d'accord et dit à Tamatsu qu'il pourra facilement les battre puisqu'ils ne sont pas de vrais gamers. Pourtant, à la consternation de tous, Tamatsu perd au premier tour. En conséquence, il est envoyé pour concourir contre d'autres noobs qui avaient perdu les matchs. Une fois qu'il parvient à les vaincre, il a l'opportunité d'affronter Matsuko. Au premier tour, Tamatsu réussit à s'assurer la victoire. Alors que ses amis l'encouragent, un groupe de PNJ leur révèle que Matsuko perd toujours le premier tour pour mieux étudier ses adversaires. Pendant le deuxième tour, elle dévoile ses véritables compétences de jeu, faisant réaliser à Tamatsu à quel point il est un perdant. À sa surprise, Matsuko lui dit qu'il est aussi un bon joueur, il a juste besoin d'être poussé à ses limites. Avec cela, elle commence à enlever ses vêtements pour que Shane puisse la pousser à gagner plus de manches. Tamatsu est complètement confus par cette logique, mais pour récupérer Nuaka, il commence à se déshabiller aussi.
La bataille devient intense et enfin Tamatsu parvient à vaincre Matsuko avec sa folie. Après le match, Matsuko serre la main de Tamatsu qui exige le retour de Nuwaka, mais elle explique qu'elle ne l'a jamais eu. C'est alors que l'arbitre révèle qu'il était en fait celui qui était détraqué et qui a kidnappé Nuwaka. Enragé, Tamatsu le frappe et trouve plus tard Nuwaka complètement détendu dans une salle de jeu. Plus tard, Tamatsu ouvre son ordinateur et est accueilli par l'écran bleu maudit. Soupirant d'agacement, il se demande s'il est temps d'acheter un nouvel ordinateur. Heureusement pour lui, une entreprise technologique du nom de Motmap annonce une offre spéciale pour les habitants d'Akihabara où ils peuvent obtenir des PC à bas prix et avec de bonnes spécifications. Cependant, lorsque Tamatsu découvre que toute la population d'Akihabara achète le même ordinateur que lui, il commence à avoir un surnom. Soudainement, Kage apparaît de nulle part et dit à Tamatsu de simplement construire son propre PC, car cela réalisera son rêve d'être différent des autres. Pourtant, bien qu'il trouve l'idée acceptable, Tamatsu lui dit qu'il est un idiot et qu'il ne peut pas construire un PC tout seul. Heureusement, Kage propose de l'aider. Alors qu'ils commencent à chercher des pièces séparées, Kage réagit bizarrement en voyant un garçon fouiller dans les tas de différentes pièces. Une fois qu'il quitte la zone, Kage révèle à Tamatsu que le garçon qu'ils ont vu est Jackal, le chasseur de pièces qui va de magasin en magasin à la recherche de bonnes pièces. Et une fois qu'il trouve l'article qu'il cherche, il le cache sous une pile d'autres pièces, puis il passe par chaque magasin et achète ce qu'il cherche dans le magasin le moins cher. Avec cela, Kage annonce qu'ils devraient suivre Jackal pour obtenir la meilleure affaire, mais Tamatsu fait remarquer que s'ils font cela, ils se réincarneront en cafards dans leur prochaine vie. Kage déclare cependant que s'il veut construire un PC, il devrait arrêter d'agir comme un froussard. Cet après-midi-là, Tamatsu remercie Kage de l'avoir aidé à acheter tout ce dont il avait besoin et rentre chez lui. Cependant, lorsqu'il essaie de démarrer l'ordinateur, il se rend compte qu'il n'a jamais obtenu de système d'exploitation. Juste à ce moment-là, Latu apparaît magiquement et lui dit d'essayer le système d'exploitation qu'elle a développé et dévoile Latu, un système d'exploitation autonome piloté par l'intelligence artificielle. Après l'avoir installé, Tamatsu est ravi de découvrir que le système d'exploitation communique avec lui. Latu le pousse alors à donner des commandes vocales à Latu, mais il commence soudainement à se sentir timide, alors Latu lui demande de commencer par donner à Latu un nom personnalisé. Après quelques secondes, Tamatsu décide d'appeler le système d'exploitation Puko. Latu répond instantanément au nom, rendant Tamatsu super heureux. Ce soir-là, les filles observent Tamatsu obsédé par Puko et tandis que Nuwaka et Arisa sont contentes pour lui, Mitomi exprime son agacement face au nouveau jouet de Tamatsu. Arisa la réprimande immédiatement en disant qu'elle est juste jalouse que Tamatsu préfère Puko à elle. Rougissante et embarrassée, Mitomi ment et dit à Arisa qu'elle est agacée parce que Tamatsu néglige encore une fois son devoir de patrouille. Pour échapper au regard attentif d'Arisa, Mitomi ordonne à Tamatsu de sortir en patrouille avec elle. Cependant, avant de partir, il dit qu'il veut emmener Puko avec lui. Latu le remarque mais ne dit rien. D'un autre côté, Mitomi se rend compte que Tamatsu est distrait parce que Puko lui manque. Ce soir-là, quand il rentre chez lui, Tamatsu est accueilli par Puko 2.0. Choqué, il demande ce qui se passe et Puko révèle qu'elle peut maintenant se déplacer et l'accompagner partout où il va. Latu révèle aussi qu'elle a donné des bras à Puko pour qu'elle puisse l'aider à tirer. Tamatsu, ravi, serre Puko dans ses bras tandis que Mitomi le regarde avec tristesse. Le lendemain, elle appelle Tamatsu pour la patrouille mais est surprise d'apprendre qu'il est déjà sorti avec Puko. Pendant ce temps, avec son ordinateur ambulant, Tamatsu passe une très bonne journée. Il décide de faire une pause dans un maid café où Puko remarque que tout le monde la regarde. Quand elle le dit à Tamatsu, il lui répond que c'est parce qu'elle est mignonne et que tout le monde veut tripoter sa carte mère, ce qui rend Puko timide et la fait surchauffer. Pendant ce temps, dans le café adjacent, Arisa demande à Mitomi pourquoi il ne patrouilla pas avec Tamatsu. Elle ment et dit que c'est plus efficace ainsi. Ce soir-là, pendant que Tamatsu joue au shogi avec Puko, Arisa rentre à la maison en informant tout le monde qu'Akihabara est en danger. Latu demande à Puko d'ouvrir une chaîne d'information et il découvre que les PC Motmap se transforment en robots et causent loin des problèmes. Sans tarder, ils se dirigent vers le magasin et sont accueillis par la responsable de Motmap, Lori. Au début, elle fait semblant d'être une femme innocente, mais enlève rapidement son déguisement, révélant qu'elle est défectueuse. Lori déclare fièrement qu'elle a utilisé ces robots déguisés en ordinateur pour contrôler Akihabara. Avec cela, elle envoie quelques-uns de la bande, mais Tamatsu les dépouille facilement et les rend inutiles. Avant que Lori ne puisse faire autre chose, Tamatsu enlève son armure scénaristique, la faisant disparaître. Soudain, Latu les appelle à travers Puko, informant la bande de sortir. Quand ils sortent, Tamatsu, Arisa et Mitomi sont choqués de voir toutes les pièces de Motmap se rassembler dans le ciel. Ils crient simultanément fusion et deviennent un robot PC géant qui joue une vidéo de Lori disant que même si elle est morte, elle s'assurera qu'Akihabara est sous son contrôle. Avec cela, le robot commence à battre Arisa et Mitomi, mais avant qu'il ne puisse blesser Tamatsu, il débranche son câble de chargement.
À l'horreur de tous, le robot révèle qu'il va s'autodétruire et faire exploser Akihabara. Juste à ce moment-là, Puko arrive et utilise sa force maximale pour emmener le robot maléfique dans l'espace où il s'autodétruit, emportant Puko avec lui. Cette nuit-là, Tamatsu pleure son ami lorsque Latu arrive pour prendre de ses nouvelles. Tamatsu lui demande pourquoi Puko se sacrifierait pour Akihabara et elle révèle que Puko pouvait détecter son amour pour cette ville, c'est pourquoi elle a choisi de protéger Akihabara. En entendant cela, Tamatsu regarde le ciel, toujours en deuil de la perte d'un bon ami. Pour faire face à sa perte, Tamatsu prend des photos coquines d'une pauvre figurine. Cependant, en essayant de capturer ses parties appétissantes, il finit par casser la poupée. Soudain, Nuwaka entre dans la pièce et recule d'horreur en voyant sa figurine préférée brisée en morceaux. Elle gronde Tamatsu, lui disant combien il était difficile d'obtenir cette figurine en édition limitée, mais il l'ignore et dit à Nuwaka qu'ils peuvent l'obtenir sur eBay. Se sentant contrariée, elle se plaint de la façon dont il lui aurait fait vivre un enfer si elle avait fait quelque chose comme ça. Mais comme toujours, Tamatsu continue de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle quitte la pièce en colère. Voyant cela, Arisa et Mitomi réprimandent Tamatsu, lui disant qu'il aurait au moins dû s'excuser car la figurine semblait importante pour Nuwaka. En réponse, il leur montre un site d'enchères déclarant qu'il a déjà lancé une recherche pour obtenir la même figurine pour Nuwaka. Pendant ce temps à Dubaï, un prince saoudien décide d'augmenter l'enchère pour la figurine, faisant pleurer Tamatsu de pauvreté. Sans perdre de temps, il se rend à l'agence de Mashiro pour chercher de bons emplois à court terme. En le voyant, Mashiro lui trouve instantanément un emploi dans un café de maid et de majordome. Cependant, lorsque Tamatsu se présente pour l'entretien, le patron lui demande pourquoi il veut rejoindre leur café. Il ment et dit qu'il a toujours été passionné par le travail dans le secteur des services, mais le patron le démasque et dit à Tamatsu qu'il sait qu'il est là pour l'argent. Pris au dépourvu, Tamatsu rit nerveusement, ce qui pousse le patron à le rassurer en lui disant qu'il se fiche de la raison de sa présence, car bientôt il réalisera que certaines choses sont plus précieuses que l'argent. Malgré son scepticisme, Tamatsu enfile l'uniforme de majordome et rejoint l'équipe. Juste au moment où il commence à se sentir mal à l'aise dans l'uniforme gênant, le majordome principal, Jiro, lui assure qu'il a l'air super stylé. Tamatsu le remercie, puis demande pourquoi il y a un cœur à côté de son badge. La chef des servantes, Kin, arrive et informe Tamatsu que les cœurs indiquent des points. Tout le monde commence avec un cœur et à mesure qu'ils montent de niveau, ils reçoivent plus de cœurs. Sur ce, Jiro applaudit et ordonne à tous les travailleurs de se mettre en ligne pour qu'ils puissent pratiquer leurs phrases de service à la clientèle. Tamatsu regarde avec horreur jusqu'où ces gens iront pour satisfaire le client, ce qui pousse Jiro à le réprimander pour ne pas avoir participé. Soudain, le patron arrive et demande bruyamment aux employés s'ils sont prêts pour la tâche d'aujourd'hui. En entendant cela, ils deviennent tous sauvages, suppliant d'être choisis pour cette tâche mystérieuse. Kin se met même à quatre pattes pour montrer au patron qu'elle est prête à emprunter le chemin coquin comme ta maman. Révélant sa détermination, le patron lui assigne la tâche, tandis que Tamatsu se demande à quel point les factures peuvent être élevées pour qu'il se comporte comme des paillassons. Ce soir-là, Tamatsu rentre chez lui, complètement épuisé par son nouveau travail. Mitomi arrive pour prendre de ses nouvelles, mais finit par partir frustré lorsque Tamatsu refuse de faire une ronde avec elle. Le lendemain, il donne tout pour satisfaire les clients, gagnant leur approbation. Cela lui plaît aussi, et plus tard, Kin le taquine pour avoir été félicité par les clients. Juste à ce moment-là, Jiro l'appelle pour prendre une photo de lui et d'une fille d'anniversaire. Tamatsu, étant un nerd, dit à Jiro qu'il utilisera son appareil photo professionnel au lieu de son téléphone pour rendre cette photo encore meilleure. Impressionné, Jiro déclare que dorénavant, il est leur photographe spécial. Ce soir-là, lorsque le café ferme, le patron vient féliciter Tamatsu, qui admet que voir les clients heureux le rend heureux aussi. Ravi d'entendre cela, le patron ajoute un cœur sur son badge et tous ses collègues célèbrent son succès en le lançant en l'air. Tamatsu se sent sur un petit nuage ce soir-là, mais Mitomi remarque qu'il travaille beaucoup trop tard et s'inquiète pour son bien-être. Enfin, le jour de paix arrive et Tamatsu est excité de recevoir la grosse somme qu'on lui avait promise. À sa grande déception, lorsqu'il ouvre l'enveloppe, il trouve des notes de remerciement au lieu de billets neufs. Confus, il demande à Kin et Jiro quel genre de business c'est et il révèle joyeusement que les notes de remerciement représentent les éloges qu'il a reçus de leurs clients. Entre-temps, Niwaka entre dans la chambre de Tamatsu, mais Mitomi lui dit qu'il travaille encore tard. Se sentant triste, elle admet qu'elle veut se réconcilier avec son frère, et se souvient de leur passé où elle était fière d'avoir Tamatsu comme frère. Pendant ce temps au café, Tamatsu est complètement épuisé et finit par casser une assiette. Il panique et s'excuse auprès de Kin qui lui dit qu'il ne travaille pas assez dur. Finalement, Tamatsu s'effondre tandis que Kin lui tapote doucement le dos. Jiro arrive aussi et le rassure en lui disant qu'il n'est pas seul car ils forment tous une grande famille heureuse.
Soudain, Tamatsu est soulevé dans les airs à nouveau, et cette fois, il oublie toute sa misère, ce qui le pousse à travailler 10 fois plus dans les jours suivants. Une semaine plus tard, les filles s'inquiètent pour Tamatsu quand soudain Arisa leur montre une photo de lui dans un magazine où il a l'air complètement épuisé et en mauvaise santé. Sans plus attendre, elles se précipitent au café où elles sont horrifiées de voir Tamatsu en tenue de soubrette. Quand elles lui disent d'arrêter, à Zap, il leur dit que travailler ici était son rêve de toujours. Furieuse, Niwaka s'avance et gifle violemment Tamatsu, lui disant en larmes de se ressaisir. Quand cela ne fonctionne pas, elle prend la batte de baseball de Mitomi et l'écrase sur le visage de Tamatsu. Le voyant gravement blessé, Niwaka berce Tamatsu dans ses bras et lui rappelle que son rêve est d'écrire son propre roman qui sera si célèbre qu'il aura son propre animé. Lui permettant de vivre comme Jeff Bezos pour le reste de sa vie. En entendant le nom de Bezos, Tamatsu revient instantanément à son état habituel, rendant tout le monde heureux. Juste à ce moment-là, le patron fait une entrée dramatique. Voyant Tamatsu redevenu normal, il arrache sa perruque, révélant qu'il est en réalité un infiltré qui a comploté pour conquérir Akihabara grâce à son sinistre café de maid et de majordome. Sans perdre une seconde, il ordonne à son personnel d'attaquer Electric Mayonnaise. Matom passe rapidement à l'action et les déshabille, seulement pour que Tamatsu révèle qu'ils ne sont pas du tout des Bugged One, juste des civils ordinaires sous lavage de cerveau. Perplexe, Matom demande ce qu'il devrait faire maintenant. C'est alors qu'Arisa fait craquer ses jointures et dévoile son jutsu secret du poing, écrasant toute l'équipe en quelques secondes. Mais le patron attrape Nuaka et la tire contre lui comme un bouclier humain. Avec un sourire tordu, il les défie de le déshabiller, sachant qu'il devrait d'abord déshabiller Nuaka. Le groupe se fige, donnant juste assez de temps aux Kurobugs en embuscade pour s'emparer de leur armure de complot. Désespéré, Nuaka crie à Tamatsu de l'aider. Avec une concentration laser, Tamatsu fonce, déshabille à la fois le boss et Nuaka en un seul mouvement mais en un clin d'œil. Il jette une couverture sur sa sœur juste au moment où le boss disparaît dans les airs. Plus tard dans la soirée, une Nuaka plus calme s'excuse d'avoir été dure. Tamatsu sourit simplement et lui tend une figurine toute neuve, remontant instantanément son moral. Le lendemain, lorsque le gang est en patrouille, Tamatsu fait la moue, déclarant que bien qu'il soit content que sa mère ait envoyé de la nourriture, il est choqué d'apprendre que leur planque minable n'a même pas de cuiseur Harry. Arisa fait remarquer que cela a du sens, étant donné que Matom ne cuisine pas du tout. Interpellée, Matom déclare qu'elle se spécialise dans le fait de manger pas de cuisiner. À ce moment-là, Tamatsu révèle fièrement qu'il sait cuisiner, mais Nuaka dit rapidement à tout le monde de ne jamais laisser ce type cuisiner. Il s'avère que chaque fois que Tamatsu se met à cuisiner, il libère son Gordon Ramsay intérieur Pro Max qui prend une semaine entière pour faire un simple curry. Arisa intervient avec confiance, assurant à tout le monde que tant qu'elle est là, personne ne mourra de faim parce qu'elle sait faire du curry. Les amateurs de curry s'illuminent immédiatement, seulement pour être distraits par une grande foule se rassemblant devant un magasin voisin. Curieux, le groupe regarde un homme passer avec des piles de carton en équilibre sur sa tête. Les yeux d'Arisa s'écarquillent soudainement de choc alors qu'elle appelle l'homme son maître. Plus tard, le groupe se demande si elle connaît vraiment cet homme bizarre. Sans hésitation, Arisa confirme qu'il est définitivement son maître de kung-fu de ses jours d'entraînement en Chine. Tamatsu et les autres admettent qu'ils se sont toujours interrogés sur son passé, ce qui pousse Arisa à enfin révéler les détails. Elle révèle qu'il y a 10 ans, elle a obtenu son diplôme de l'Ultimate University aux États-Unis. Grâce à l'argent de son papa, elle a entrepris un tour du monde à la recherche de sa véritable vocation. En Inde, elle a appris à faire un curry si intense qu'il pouvait donner la diarrhée instantanément. En Grande-Bretagne, elle a étudié l'art de l'humour. En Afrique, elle a exploré son côté sauvage. Et en Chine, elle a rencontré le maître qui a entraîné non seulement son corps, mais a aussi aiguisé son esprit. Tout au long de leur temps ensemble, elle a affronté d'innombrables défis, mais son maître ne l'a jamais laissé abandonner, la poussant à devenir plus forte chaque jour. Et une fois qu'elle avait appris les arts martiaux, elle est venue au Japon pour vivre comme une otaku en sueur. Après avoir entendu l'histoire de la vie d'Arisa, Nuaka demande pourquoi son maître est ici au Japon, ce qui la pousse à révéler qu'il lui a dit un jour qu'il souhaitait amener sa famille au Japon pour une visite. Le groupe arrive enfin au magasin vendant des cuiseurs Harry, mais est consterné d'apprendre que chaque cuiseur Harry a déjà été acheté. Soudain, il voit dans le maître d'Arisa dans le magasin, ce qui pousse le gérant à révéler que c'est en fait lui qui a acheté tous les cuiseurs Harry. Agacé, Tamatsu essaie de lui parler, mais l'homme ignore son existence comme ton père ignore la tienne. Dommage émotionnel. Arisa se joint à eux, saluant son maître, mais elle est également traitée comme si elle était invisible. Soudain, une femme avec des atouts délicieux apparaît aux côtés du maître, incitant Arisa à lui demander si elle le connaît. La femme s'accroche au maître de manière séduisante, annonçant qu'elle est celle qui le gère et se présente comme Diva. À la mention de ce nom, Arisa dit frénétiquement au groupe que Diva n'est pas une femme ordinaire.
C'est une promotrice notoire qui est apparue mystérieusement dans le monde des arts martiaux. Non seulement elle soutenait ses combattants en dehors du ring, mais elle entrait parfois elle-même dans l'arène et volait le titre de championne pour elle-même. Déconcertée, Matom demande ce que quelqu'un comme elle fait avec le maître d'Arisa. Diva révèle nonchalamment qu'elle l'utilise pour l'aider à conquérir Akihabara. Avec un sourire malicieux, elle expose son plan d'acheter des produits détaxés bon marché en tant qu'étranger, puis de les revendre à plein tarif à des clients japonais non méfiants. Le but ? Créer suffisamment de chaos économique pour prendre le contrôle d'Akihabara. Furieux, Tamatsu la pointe du doigt et l'accuse d'être une défectueuse. Sans hésitation, Diva le confirme fièrement, exhibant sa véritable nature. Dans le même souffle, elle révèle également que le maître bien-aimé d'Arisa est un autre défectueux, révélant qu'il l'a aidé fidèlement à collecter des cuiseurs à riz pour leur complot. Avec cela, elle demande au maître de faire tomber la mayonnaise électrique pour elle. Avant que Tamatsu ne puisse intervenir pour le vaincre, Arisa essaie de raisonner son maître avec des mots. Cependant, le maître utilise son Tok no Jutsu et frappe Arisa au ventre. Diva leur dit nonchalamment que ce n'est pas Naruto, poussant le groupe à se battre avec leurs poings. Mais lorsque Matome essaie d'affronter le maître, il finit par être jeté dans une machine à laver. Avec Tamatsu également maîtrisé par le maître, Arisa décide d'affronter son ancien professeur. Cependant, juste au moment où la bataille commence, le gérant du magasin arrive et leur dit que s'ils ne cessent pas de marchander dans le magasin, il devra les punir. En sortant, Diva affirme qu'elle ne peut pas laisser ce combat s'éteindre. Alors elle trouvera un lieu où Arisa et le maître pourront se battre jusqu'à la mort. Cette nuit-là, tout Akihabara se rassemble pour assister au duel très attendu entre le maître et Arisa. L'événement est animé par Kage, rejoint par la personnalité médiatique survoltée, Masato, transformant le tournoi en un grand événement. Dès le début du match, Arisa et le maître ne perdent pas de temps et déploient toute leur force. Le combat est intense et équilibré, jusqu'à ce que Diva intervienne soudainement et attaque Arisa en plein milieu du combat. Furieux, Tamatsu la traite de tricheuse, mais Diva réplique avec arrogance qu'il n'y a pas de règles dans ce tournoi, donc tout est permis. Elle exhorte alors le maître à terminer le combat, mais il hésite. C'est alors que Diva révèle son atout, une vidéo montrant la famille du maître retenue en otage par les Kurobugs, forcés de travailler manuellement. À contre-cœur, le maître obéit et lance une attaque féroce sur Arisa, la laissant à peine capable de se tenir debout. Alors que tout semble terminé, Arisa fait un retour en force et étouffe le visage du maître avec ses lèvres verticales, espérant que l'odeur de son chat le déstabilise. Cela fonctionne presque jusqu'à ce que Diva diffuse une autre vidéo de prise d'otage, montrant cette fois Mitomi et Niwaka attachés dans la loge. Arisa se fige, déchiré entre le combat et ses amis. Profitant de son hésitation, le maître écarte ses jambes dans un geste humiliant conçu pour briser son esprit. Réalisant qu'Arisa est en difficulté, Tamatsu se précipite en coulisses et sauve Mitomi et Niwaka juste à temps. Voyant ses amis en sécurité, Arisa reprend ses esprits et assène un coup puissant qui met The Master à terre, mais la force la laisse également immobile. Diva saisit l'occasion, envahit le ring et lance une épée à The Master, exigeant qu'il en finisse avec Arisa pour de bon. Mais au lieu de suivre ses ordres, The Master se retourne contre Diva et la jette hors du ring. Il se tourne alors vers Arisa et dit que le combat n'est pas terminé. Avec sa dernière once de force, Arisa déclenche son dernier mouvement, la mort par écrasement de noix. Le maître s'effondre, paralysé par l'impact, Arisa ne perd pas de temps et le dépouille, remportant officiellement le match. Avant qu'elle ne puisse même célébrer, Diva revient de nulle part et lui écrase une chaise en métal dessus, comme si c'était un événement oui. Tamatsuyu se précipite et, avec Arisa, il retire l'armure scénaristique de Diva, la faisant disparaître pour de bon. Après l'intense bataille avec Diva, Arisa décide de se détendre en se filmant en train d'ouvrir des paquets de cartes à collectionner. Avec un sourire plein d'espoir, elle dit à ses spectateurs qu'elle vise à obtenir quelque chose de rare. Cependant, alors qu'elle déchire paquet après paquet, l'excitation disparaît de son visage. Avec rien d'autre que des cartes communes en main, elle se penche en avant et murmure que sa chance n'est pas meilleure que celle de l'idiot qui regarde ce récapitulatif. Un peu plus tard, Tamatsu rentre chez lui et trouve Arisa inconsciente à côté des cartes éparpillées. Lorsqu'il demande ce qui s'est passé, elle explique sa misérable récolte de cartes. Tamatsu remarque qu'il reste encore une pile non ouverte et décide de l'ouvrir lui-même. À la grande surprise d'Arisa, le dernier paquet contient une carte super rare. Ravi, Arisa appelle Tamatsu son porte-bonheur et insiste sur le fait qu'il doit avoir un pouvoir caché pour dénicher des cartes légendaires. Plus tard dans la journée, Tamatsu est assis entouré de cartes lorsque Kage arrive. Ses yeux se posent immédiatement sur les designs familiers de la série Battle Creature et il demande nonchalamment si Tamatsu est fan. Tamatsu admet qu'il était vraiment passionné par le jeu à un moment donné, mais qu'il a fini par perdre intérêt pour finalement s'y replonger récemment. Kage révèle alors qu'il construisait autrefois des decks entiers en utilisant uniquement des cartes interdites. Sans être
d'être impressionné, Tamatsu lui dit qu'il ne peut pas jouer dans des tournois officiels avec des cartes interdites, mais Keiji hausse les épaules, affirmant que battre des gamins était son seul objectif. Leur attention est soudainement attirée par leur environnement, alors qu'ils trouvent un groupe de simps admirant différents modèles d'OnlyFans. Parmi eux se trouve le groupe Chudori, où les deux membres masculins simpent avec enthousiasme pour une e-girl nommée Miyu, ce qui agace le leader et une autre membre féminine. Excédé par cela, Tamatsu rentre chez lui, révélant tout à ses amis. Mitomi qualifie instantanément le groupe de vigilance Chudori d'échec total pour se battre pour quelque chose d'aussi stupide. Soudain, Niwaka se redresse, réalisant que c'est un exemple courant du phénomène appelé Circura, qui se produit lorsqu'une nouvelle fille rejoint un groupe et démantèle les amitiés préexistantes. Déçu, Tamatsu exige de savoir où elle a entendu de telles idioties quand Arisa l'interrompt en montrant une vidéo de Misato rapportant que plusieurs groupes de vigilance se sont dissous parce que des filles au hasard les ont rejoints. Soupirant, Arisa admet que les perdants vierges qui n'ont jamais vu de femme auparavant sont susceptibles de perdre la tête lorsqu'ils reçoivent un peu d'attention de leur part. Cependant, Mitomi souligne combien il est étrange de voir des filles au hasard rejoindre soudainement des groupes de vigilants. Comme toujours, l'atout apparaît, montrant à la bande un dépliant de la Princess Company, dont toute la devise est d'envoyer de belles filles dans des groupes de vigilance. Les sens aiguisés de Mitomi commencent à s'activer alors qu'elle se demande à voix haute si cela pourrait être l'œuvre des infectés. Tamatsu est d'accord et déclare qu'il est temps d'intervenir. En arrivant sur place, ils apprennent que la Princess Company se trouve dans le même bâtiment que le café où Tamatsu travaillait. En entrant, ils sont accueillis par des mannequins de Victoria's Secret. Le président de la société, Masada, se présente, faisant battre le cœur d'Arisa. Elle exprime instantanément qu'elle veut le séduire, puisqu'il est jeune et riche. Tamatsu, se sentant jaloux, dit à Arisa que la valeur d'un homme ne se mesure pas à l'épaisseur de son portefeuille. Agacés par leur manque de concentration, Mitomi leur dit de se concentrer car Masada pourrait être un infiltré. À leur surprise, il l'admet, déclarant qu'il a essayé de dissoudre les groupes de vigilance en posant des pièges au sens littéral. En entendant la confession, Arisa devient triste, réalisant qu'elle ne pourra jamais être une femme au foyer dans cette économie. Masada envoie alors ses princesses combattre la mayonnaise électrique, mais elles sont facilement neutralisées. Se sentant confiante, Mitomi fait face à Masada, mais il utilise ses doigts et coupe sa balle de baseball et son bas en morceaux. Il leur dit fièrement qu'ils ne peuvent tout simplement pas l'égaler en termes de force physique. Alors il propose un jeu de cartes que Tamatsu accepte avec enthousiasme. Bientôt, tout Akihabara se rassemble pour voir deux nerds laids jouer à un jeu de cartes. Mitomi regarde depuis la touche, confuse quant à la raison pour laquelle il n'attaque pas simplement Masada comme des protagonistes normaux. Arisa se fâche contre Mitomi pour être une normie et exhorte Tamatsu à vaincre Masada. Comme le jeu n'a pas de règles claires, seulement des lois imaginatives, Tamatsu utilise les cellules cérébrales de 1000 utilisateurs de 4chan et parvient à submerger Masada, le forçant à accepter la défaite. Plus tard dans la journée, les membres masculins du Chudori reconnaissent leurs erreurs, incitant le groupe à retrouver sa gloire d'antan. Le lendemain matin, Mitomi se présente pour réveiller Tamatsu pour leur tour de garde, seulement pour trouver sa chambre complètement vide. Quelques instants plus tard, Arisa entre et mentionne nonchalamment que Tamatsu est parti plus tôt pour retrouver un vieil ami. Pendant ce temps, dans un café tranquille, Tamatsu discute avec le dit ami, lui demandant comment la vie le traite jusqu'à ce qu'il remarque soudain quelque chose qui scintille et bogue à côté du gars. Alarmé, Tamatsu se penche pour l'avertir. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le bog se transforme en une fille sexy et l'ami révèle que c'est sa copine. Réalisant que même son ami maladroit a réussi à séduire une belle, Tamatsu sombre dans l'auto-apitoiement. Il admet que la seule romance qu'il ait connue est avec sa main droite. Les filles l'observent de loin, se demandant ce qui lui est arrivé depuis qu'il a quitté la maison heureux. Mitomi hausse les épaules, affirmant que si c'est Tamatsu, c'est probablement quelque chose de stupide qui le tracasse. En entendant cela, Tamatsu lui crie que ce n'est pas quelque chose de stupide et révèle plus tard qu'il meurt d'envie d'avoir une compagne. Il admet aussi qu'il ne peut pas pardonner à son ami d'avoir eu une petite amie avant lui. Choquée, Arisa chuchote à Nuaka qu'elle a toujours pensé que Tamatsu était dévoué à ses waifus en 2 dimensions. Mitomi essaie d'être subtil et dit à Tamatsu que c'est dommage qu'il ne puisse pas sortir avec elle. Il est d'accord, ce qui la rend contrariée, puis il souhaite qu'une fille tombe du ciel pour lui. Maintenant agacé, Mitomi dit à Tamatsu de se taire et de se concentrer sur ses devoirs de patrouille, ce qui le fait encore plus se plaindre.